Donc, ensuite, maintenant, on va voir un petit peu calmement comment on fait un diagramme d'espace-temps. C'est-à-dire que il y aura peut-être pas beaucoup de résultats nouveaux par rapport à ce que j'ai rappelé en introduction, mais on va regarder lentement, ensemble, comment on peut les construire de manière très simple. Donc, un diagramme d'espace-temps, c'est un diagramme donc, sur lequel on va représenter l'espace. Donc là, on est en une dimension, hein. L'espace horizontal, comme ça, et la succession des événements, donc l'axe temporel, de manière verticale. Normalement, plus droit que ça, mais bon. Euh, on réessaye. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc là, on va pouvoir suivre un point, un objet, au cours de sa trajectoire. Donc, par exemple, si l'objet il part à un moment, à l'instant zéro, là, que je mesure sur ma montre, il est ici, il est à 3 mètres de moi, je ne sais pas, c'est 3, voilà. Et puis, s'il ne bouge pas, par exemple, eh ben, sa trajectoire, donc ce qu'on va appeler sa ligne d'univers, hein, ça a l'air un petit peu, soit pompeux, soit science-fiction, dit comme ça, mais bon, c'est le terme consacré. Euh, S'il ne bouge pas, bah, sa ligne d'univers va être simplement une droite comme ça. Il reste, à chaque instant, il est à la même distance de moi, par exemple. Après, s'il avance de manière, tiens, mettons qu'il vienne vers moi, de manière, voilà, à une vitesse constante, et ben il va faire comme ça, une droite. Hop, là je le vois, et puis il passe à ma gauche. Voilà, ça va faire comme ça. Et puis on peut avoir un peu n'importe quoi. Alors, un peu n'importe quoi, pas tout à fait. Parce que, souvenez-vous qu'on a une vitesse indépassable. Donc là, dans les unités qu'on a, donc on n'en a pas parlé parce que ça, on ne peut pas le faire sortir de principes logiques. À un moment, il faut aller regarder un petit peu dans la vraie vie et faire des expériences pour savoir ce que c'est que cette vitesse insurpassable, qui est la même dans tous les référentiels, etc., qui est préservée par les changements de référentiel. Donc, c'est à peu près 300 000 km par seconde. C'est-à-dire que là, si on mesure les, les, les distances en temps, en secondes, bah, une seconde fait 300 000 km. Ou si on mesure les temps en longueur, en mètres, et ben ça, une seconde, un mètre fait un 300 millionième, fait 30 nanosecondes, quoi. Voilà. Donc, on l'a dit, en tout point, la vitesse maximum qu'on peut atteindre, c'est, sur notre graphe, la ligne à 45 degrés, comme ça, hein. Hop, et pareil dans l'autre sens. Donc, quelque chose qui, ici, va beaucoup plus vite, vous voyez bien que la vitesse maximale, c'est-à-dire que ce point-là, à partir de là où il est, d'une manière réelle, il ne pourrait se trouver que quelque part dans ce cône. J'appellerais ça un cône de causalité. Là, on est d'accord en deux dimensions, c'est pas un cône, enfin, c'est un cône très dégénéré, ce sont deux droites, mais en fait, on pourrait parfaitement se retrouver en représentant, mettant deux des trois dimensions, on va les appeler x, y, et puis là le temps, et dans ce cas-là, on commencerait à avoir un cône. Voilà, hop, on commencerait à avoir un cône, et puis alors si on avait les trois dimensions, ben là on serait assez embêté. Le temps, il faudrait qu'on le fasse comme ça, par exemple, sur une succession, puis alors là, ça ferait, mettons entre chaque graphe, il y a une seconde, et ben ça ferait quelque chose qui partirait de rien, et qui irait comme ça, une seconde, et puis au bout de 2 secondes, qui serait comme ça, voilà. Ce serait l'idée à trois dimensions. Mais enfin, là pour l'instant, on va rester essentiellement à une dimension d'espace.
Et donc, construire un graphe, c'est simplement, un diagramme d'espace-temps, c'est simplement mettre la trajectoire d'un mobile, d'un point, ou de plusieurs points, souvent dans les problèmes qui nous intéressent, au cours du temps. Voilà. Et bien entendu, ça ne doit pas, aucun objet réel ne peut dépasser la vitesse maximale. C'est-à-dire que, en tout point, on se retrouve à avoir donc, comme je le disais, notre cône, et en n'importe quel point, on a ça. En n'importe quel point, on a des zones de l'espace-temps, c'est-à-dire ça, ce qu'on appelle un événement. Un point, ce qu'on appelle un événement, c'est-à-dire un endroit, donc ici seulement une abscisse, et un moment. Ça, c'est ce qu'on appelle un événement. Et à un instant donné, à un endroit donné, vous avez des événements qui font partie de votre passé, qui peuvent interagir avec vous. Vous pouvez recevoir des informations venant de là, des informations des forces, voilà, de la matière, etc. Vous avez le futur, c'est-à-dire que ce sont les points qui pourront recevoir des informations de votre part, l'inverse n'étant pas vrai, bien sûr. Et puis, vous avez une autre catégorie qu'on appelle l'ailleurs. Tout ça, tout ce qui est en jaune, c'est ailleurs, ça ne peut pas être connecté avec ici et maintenant. Euh, ce qui se passe maintenant, pour moi, pour mon référentiel, maintenant, voilà, n'importe quoi, 1 million de kilomètres, ne peut pas être la cause de ce qui se passe ici et maintenant. Ça pourra être l'objet en question, son objet futur. Un jour, il pourra euh, venir interagir avec moi. Un jour, c'est possible que je reçoive des... Mais pas de l'objet tel qu'il est là, quoi. Uniquement de l'objet du futur. Ou en tout cas de lui dans le passé. Lui dans le passé, mais pas lui maintenant. S'il se passe quelque chose pour lui maintenant, ça ne peut pas avoir d'influence. Je ne sais pas si maintenant, pour moi, dans mon référentiel, une étoile explose, voilà, même le Soleil, voilà, le Soleil disparaît par un processus inconnu, ça ne peut pas m'atteindre, ça pourra nous atteindre de manière agréable dans 8 minutes, mais pas tout de suite. Voilà. Donc on sépare vraiment l'espace-temps en chaque point en deux zones. En deux zones, ou trois zones, disons. Une zone qu'on va dire des points qui vont former avec nous un intervalle, ce qu'on appelle un intervalle. On va en parler tout de suite, du genre temps. Et donc c'est le futur ou le passé, donc il y a deux sous-cas. Et ceux qui forment un intervalle du genre espace, c'est l'ailleurs. Voilà. Une fois qu'on est muni de ça, ce qui est intéressant dans notre démarche depuis le début, c'est nous, on sait ce qu'on voit, on aimerait savoir, on aime comprendre ce que voient les autres. C'est ça, que depuis le début, c'est ça qu'on fait en fait. C'est-à-dire que nous, on est là, on est dans un référentiel d'inertie. Je reviens pour la millième fois là-dessus. Tout ce qu'on fait, ce sont des changements de référentiel d'inertie. On va en parler tout à l'heure, dans 2 secondes. On peut regarder des choses qui ne sont pas inertielles, des choses accélérées, en utilisant une succession de référentiels d'inertie, mais c'est spécifique et ce n'est bien entendu pas symétrique. C'est clair, c'est net, c'était très très clair dans la manière dont on a établi ensemble les équations que nous utilisons. Il ne faut pas revenir là-dessus. Bref. Donc ça, c'est par définition l'axe temporel, l'axe T, c'est moi, c'est ma position, je suis à 0 mètre de moi tout le temps. Et donc, si on a un objet, n'importe quoi, qui passe, sa ligne, mettons qu'il soit pour simplifier, il passe ici, là où je suis, au temps zéro, à l'instant zéro, à la position zéro. Bon.
C'est aussi un référentiel d'inertie. Si le référentiel qui lui est lié est d'inertie, il va passer avec un mouvement rectiligne uniforme, hein. Donc il va passer quelque chose comme ça. Avec, bien entendu, une pente inférieure à 45 degrés, hein. C'est comme un objet qui se respecte. Voilà, il est sérieux. Qu'est-ce que lui voit? Donc, on va pas revenir sur les calculs qu'on a déjà fait et qu'on a rappelé. Là, j'explique simplement comment on l'utilise. La ligne verte, là, pour lui, ça va être évidemment son axe des temps. De la même manière, pour lui, c'est l'endroit où il est à chaque instant à 0 mètre de lui-même. Voilà. Donc ça, c'est son axe des temps, T'. Là, vous avez un angle. Qu'est-ce que c'est cet angle? Bah, par définition, quand on avance je sais pas, d'une seconde, il fait un certain nombre de mètres. Le rapport de ça sur ça, c'est n mètres par seconde, c'est sa vitesse. Donc là, c'est ce qu'on appelle une tangente, ça s'appelle, hein, le rapport de ce petit côté-là sur ce côté-là. La tangente de cet angle, ça va être la vitesse. La vitesse, on est d'accord que c'est entre 0 et 1. 1, ce serait le cône là, de causalité. Sinon, c'est plus petit que 1. Bon, très bien. Donc, on ne redémontre pas tout ce qu'on a dit. Son axe d'espace, à lui, il va être exactement symétrique. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près symétrique autant que faire se peut. Voilà, on va dire que ça suffit. C'est-à-dire que là, on a le même angle. C'est le même θ. Ça, c'est ce qu'a donné nos études précédentes. On ne revient pas sur le pourquoi. Là, on construit simplement. Lorsqu'on change, si on veut savoir ce que voient les gens en vert, on s'exprime, moi je suis en bleu, si je veux savoir ce qu'ils sont en vert, il faut que je fasse un changement de référentiel. D'accord? C'est ce qu'on a établi précédemment. Alors, on va regarder ça. Déjà, première chose simplement, je rappelle que pour moi, de là où je suis, les instants qui sont simultanés à, je ne sais pas, cet instant-ci, par exemple, c'est tout ce qui se trouve sur cette ligne, c'est-à-dire qui sont à des positions différentes et à mon même temps. D'accord? Bon. Pour notre ami en vert, bien entendu, par définition de l'axe des X, les instants qui sont comment dire, les événements, j'ai le terme que je ne l'avais plus, pardon, les événements simultanés à, par exemple, cet événement ici, j'aurais d'ailleurs dû prendre le même point, les événements qui sont simultanés sont comme ça, parallèles à l'axe des X'. C'est un petit peu le principe de l'axe, sinon il ne sert à rien. De la même manière, quelque chose qui ne bouge pas, eh ben, il reste à la même distance, donc quelque chose qui ne bouge pas, il est comme ça, d'accord? Sa ligne d'univers, ce sera ça. On est bien d'accord qu'il n'y a rien de mystérieux de quoi que ce soit dans ce que je viens de dire. La simultanéité des événements pour X sont les lignes parallèles à mon axe des X en bleu, celui-là. La simultanéité des événements pour notre référentiel en mouvement par rapport à nous, alors chaque point, c'est ce qui est parallèle à cet axe-là. C'est pas la même chose, c'est pas la même notion. C'est pas grave, hein. Ce qui est certain, c'est que les lignes blanches, là, le cône de causalité, par contre, est le même. Qu'est-ce qui se passe Non, on en parlera dans la troisième section, de ce qui se passe sur ce cône. L'unité, là, elle est, par exemple, si ça c'est mon... un peu plus, voilà. Si ça c'est mon unité, c'est 1 seconde, et ben, comme on le sait, elle va être reportée sur notre axe en vert en suivant une hyperbole, d'accord? Qu'on va pas redétailler pour la 15 millième fois. Pareil ici.
Si ça, c'est mon unité d'espace, donc c'est une seconde spatiale, l'équivalent va être ici. D'accord? Il ne s'agit pas de tracer un cercle et de dire que c'est la même chose. C'est comme ça que que ça va se reporter. Bon, très bien. Et enfin, on va définir une distance entre des points. On appelle ça un intervalle d'espace-temps. Alors, une distance. Et on va essayer de ne pas le prendre de manière trop littérale. D'accord? Une distance, c'est un intervalle. Il faut que j'arrête de dire distance. Un intervalle, c'est un nombre, on le définit, entre un événement en événement quelconque, d'ailleurs je ne suis pas obligé de partir de l'origine, entre cet événement-là et cet événement-là, donc x1, t1, puis x2, t2, donc c'est-à-dire quelque chose qui va caractériser plus ou moins ce segment, on va dire que, on en a parlé dans les vidéos précédentes, donc je ne reviens pas, je donne juste ce qu'on en fait. Il y a un intervalle qui va s'appeler S au carré, faites pas attention, enfin, c'est un carré, mais ce qui va sortir là pourrait être positif ou négatif. C'est pas non plus la peine d'aller chercher la racine carrée ni les nombres complexes, surtout si vous savez, si vous si vous ne savez pas ce que c'est. On va simplement garder ça. J'aurais pu l'appeler n'importe quoi. J'aurais pu lui donner un joli nom comme triangle. Ben non, c'est déjà pas mal utilisé. Remarquez, carré aussi, le triangle inversé aussi. J'aurais pu l'utiliser. Voilà, j'aurais pu lui donner voilà. Bon, il se trouve que traditionnellement, ça s'appelle S carré, donc on le garde comme ça. Ça va être ça, là, cette espèce de x2 moins x1, j'aurais pu l'appeler delta x, mais bon, bref. C'est l'intervalle des x2 moins x1 au carré. Enfin, non, enfin si, mais c'est pas ma... Alors, on peut le faire dans les deux sens, ce que je l'ai dit, hein, je l'ai rappelé en intro pour ceux qui ont regardé l'intro, mais moi, ma convention, celle que j'utilise dans cette série de vidéos, c'est dans l'autre sens. C'est ça, c'est donc, on va le faire comme ça, c'est ça au carré, voilà, c'est ça au carré, moins ça au carré. Le truc qu'il faut comprendre, qui est très important, c'est que pour un autre référentiel, voilà, lui c'est là, il a son axe des temps, son axe spatial, puisqu'on n'en a qu'un, comme je le disais. Bien entendu, pour lui, l'intervalle, notre intervalle rouge, mais dans pour lui, pour cet autre observateur, il est ah mince, j'avais fait en vert, pardon. Hop. Il est différent de l'autre. De même, son intervalle, donc l'écart de distance entre les deux, c'est un petit peu classique quand on bouge, hein, entre un moment et un autre, il y a très peu de chances qu'on observe la même distance entre un objet à un instant et un objet à un autre moment. Ça, jusque-là, ça ne devrait pas vous choquer. Ici, l'intervalle de temps n'est pas le même non plus. Ça peut vous choquer, mais voilà, on construit, on a démontré que ça ne sortait pas du tout du chapeau. Par contre, le S2 que je vais construire, c'est le même. J'aurai le même résultat. Je devrais lui mettre un prime d'ailleurs. Voilà, S'2, c'est le même que S2. Pour n'importe qui, cette quantité que je forme entre deux événements d'espace-temps est constante. Une fois qu'on a ça, on peut tracer le diagramme d'espace-temps d'à peu près n'importe quelle situation et raisonner dessus. Et bien souvent, on va être capable
de comprendre, de résoudre quoi, de résoudre des problèmes, simplement des problèmes pratiques, de comprendre ce qui se passe pour telle personne, pour tel autre observateur, etc. Je voulais garder ça simple, donc voilà, là il n'y a pas plus de règles, entre guillemets, plus de techniques que ça pour démarrer. Il y a une chose qui est très peu présentée, vraiment dans très peu de cours et très peu de livres, que je vais vous présenter juste après, qui vaut aussi le coup, qui peut largement simplifier la résolution des questions qu'on peut se poser dans ce cadre-là. C'est le calcul K, je ne sais même pas si c'est traduit en français, que je vais vous présenter maintenant pour la nouvelle section.